Bonjour à tous, mon nom est Charlotte Caudron, je suis agronome et je vais vous présenter aujourd'hui l'évolution du climat dans la région de l'Estrie. Avant de vous présenter les indicateurs agroclimatiques de la région, je voulais juste vous préciser que l'ensemble des informations présentées ici proviennent d'Ouranos. Donc, Ouranos, c'est un consortium en climatologie régionale du Québec. Pour pouvoir faire les indicateurs agroclimatiques que je vais vous présenter, pouvoir faire les projections, ils ont utilisé des scénarios climatiques qui sont actuellement ceux qu'on considère les plus crédibles à ce jour. Mais encore une fois, les choses évoluent quand même rapidement dans ce domaine. Ensuite de ça, la dernière chose à préciser, c'est que l'ensemble de l'information que je vais vous présenter est à l'échelle régionale. Euh, à chaque fois, pour toutes les cartes, vous allez avoir la comparaison entre deux périodes de temps, 1991-2020, qui est notre historique, et 2041-2070, qui est finalement notre projection pour le futur, qu'on appelle aussi l'horizon 2050. Le premier indicateur que je vais vous présenter, c'est les températures moyennes annuelles pour la région de l'Estrie. Mais avant d'aller dans le détail de son évolution, je voudrais d'abord vous mentionner un petit peu comment va fonctionner la présentation, comment fonctionnent les cartes que je vous présente ici. Donc vous avez finalement devant vous deux cartes. La première qui est ici à gauche, il s'agit en fait de l'historique, c'est-à-dire de la moyenne de la période 1991-2020 pour l'indicateur que je vous ai présenté ici. Puis à droite, vous allez avoir la même chose, mais pour le futur cette fois-ci, c'est-à-dire la moyenne pour la période 2041-2070. Important à mentionner, sur les cartes, vous voyez qu'il y a des petits carrés. Ce sont des carrés qui font 10 km par 10 km et donc vous allez pouvoir situer votre localisation grâce à ces petits carrés et grâce à la légende qui se trouve au milieu juste ici et qui est commune aux deux cartes. Enfin, vous trouverez à chaque fois un encadré qui va vous préciser la valeur moyenne de l'indicateur pour la région. À chaque fois, vous trouverez les valeurs pour 1991-2020, la valeur moyenne pour 2041-2070, la variation et entre parenthèses juste ici, l'incertitude qui est liée finalement au modèle utilisé. Donc si maintenant on regarde vraiment les températures moyennes annuelles, leur évolution pour la région de l'Estrie, ce qu'on voit finalement, c'est qu'il y a une hausse de ces températures moyennes annuelles de 2,3 degrés. Donc on passe finalement d'une moyenne pour la température annuelle de 5,2 degrés Celsius pour les 30 dernières années à 7,5 degrés Celsius pour la période 2041-2070. Donc, je viens de vous présenter les températures annuelles, mais ici, je vous ai représenté les températures, cette fois-ci sous forme mensuelle. Donc, vous avez ici en noir la courbe qui représente la moyenne pour les années 1991 à 2020 et en rouge la courbe qui présente la moyenne pour les années 2041 à 2070. Dans l'encadré, vous retrouvez la valeur pour l'année, donc la moyenne sur l'année, pour les stries. Donc, ce qui est intéressant à regarder sur ce graphique, c'est que finalement, on voit que la courbe rouge pour les températures est toujours au-dessus de la courbe noire. Finalement, ce que ça veut dire, c'est qu'il va y avoir une augmentation de la température moyenne, quel que soit le mois de l'année en Estrie. Par contre, on voit que l'évolution, l'écartement entre les deux courbes est un petit peu différent selon les mois. Si on regarde par exemple les mois d'avril à juin, on se rend compte que l'augmentation de la température pourrait être un petit peu moins élevée que l'augmentation de la température pour les mois d'hiver, comme par exemple les mois de décembre et janvier. Si on continue et qu'on regarde maintenant les précipitations totales, encore une fois présentées ici par mois, vous voyez aussi qu'on a une augmentation des précipitations totales pour les périodes d'hiver et de printemps. La courbe rouge est au-dessus de la courbe noire, mais pour les périodes d'été et d'automne, l'évolution est un petit peu moins claire. On a parfois une augmentation des précipitations, une stabilisation, une stabilité des précipitations, ou bien carrément une diminution des précipitations certains mois, comme le mois de septembre ici. Malgré ça, dans l'encadré, vous retrouvez la valeur moyenne pour l'année. Donc, on voit qu'on a une augmentation moyenne des précipitations de 48 mm entre les périodes 1991-2020, où on était à 1182 mm, et la période future, 2041-2070, où on serait à 1230 mm. Encore une fois, il s'agit de la moyenne pour toute la région de l'Estrie.
Avant de continuer à vous présenter les indicateurs agroclimatiques pour la région, je voulais m'arrêter et vous parler un petit peu des événements extrêmes. Pourquoi on parle des événements extrêmes? C'est parce que c'est des événements qui peuvent fortement affecter l'agriculture de manière générale, tant les cultures que les élevages. Cependant, ces événements extrêmes ne sont pas tous en lien avec les changements climatiques. En effet, l'évolution de certains événements extrêmes n'ont pas de lien direct avec le changement climatique et il s'agit simplement de la variabilité naturelle du climat. Enfin, la dernière chose importante à mentionner à ce sujet, c'est que les connaissances évoluent rapidement et donc c'est possible qu'on ait de nouvelles informations dans les prochaines années à ce sujet. Comme je vous disais, comme je vous le disais, malgré le fait que les connaissances évoluent encore sur ce sujet, nous sommes quand même certains qu'il devrait y avoir dans le futur moins de vagues de froid extrêmes. Également, il devrait y avoir plus de vagues de chaleur qui seront plus longues et plus chaudes. Ensuite de ça, nous sommes presque certains, donc c'est-à-dire avec un niveau de certitude un petit peu moins élevé, qu'il devrait y avoir plus d'événements de pluie extrêmes et plus intenses. Et ensuite de ça, on pense qu'il y aura plus de cellules orageuses localisées et intenses, notamment en été. Enfin, les phénomènes pour lesquels nous en savons moins, c'est par exemple le verglas, parce que c'est un phénomène qui est difficile à simuler et il n'y a pas encore suffisamment d'études pour avoir des tendances claires. Malgré ça, on a quand même une tendance qui semble se dégager, qui serait à la baisse pour le sud du Québec, donc moins de phénomènes de verglas, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura plus du tout dans le futur. Ensuite de ça, au niveau des rafales de vent, malgré le fait qu'on a observé une certaine évolution des vents extrêmes dans les dernières années, pour le moment, il n'y a pas encore de signal clair au niveau des prévisions futures et il n'y a pas non plus de liens clairs qui ont été établis avec le changement climatique pour ces phénomènes. Enfin, pour la grêle, c'est un phénomène qui est encore à l'étude pour lequel nous n'avons pas encore de tendance claire. Donc maintenant, je vous propose de découper la présentation en deux parties. Tout d'abord la saison hivernale et ensuite de ça, on ira regarder au niveau de la saison de croissance. Le premier indicateur que je voudrais vous présenter, c'est l'évolution de la température minimale en hiver. Donc ici, vous avez le graphique pour le mois de janvier pour la région de l'Estrie toujours. Puis, ce que vous voyez, avant d'aller regarder les données, je voudrais un petit peu vous expliquer comment fonctionnent les graphiques, vu qu'on va en voir tout au long de la présentation. Ici, vous allez retrouver en abscisse les années, donc on va de 1970 à 2070, et en ordonnée, vous allez retrouver finalement les valeurs de l'indicateur. Donc ici, il s'agit des températures minimales journalières pour le mois de janvier. Ensuite de ça, ici, vous allez retrouver plusieurs courbes. La première, c'est cette courbe-là en pointillé. Il s'agit en fait des observations qui ont été effectivement faites dans la région de l'Estrie durant les dernières années. Ensuite de ça, vous avez deux courbes, une rouge et une bleue. Ces deux courbes sont en fait les projections qui sont issues des scénarios climatiques qui ont été faits par Ouranos. Puis, vous voyez ici en bleu le RCP 4.5 qui est finalement le scénario climatique qu'on appelle optimiste, qui finalement veut que les émissions de gaz à effet de serre mondiales seraient réduites dans un avenir assez proche, contrairement au scénario RCP 8.5, qui est le scénario plus pessimiste, qui lui dit que finalement on réduirait les émissions de gaz à effet de serre mondiales, mais que ça se ferait dans un avenir un petit peu plus lointain. Ensuite, vous avez l'enveloppe verte qu'on voit ici. Et cette enveloppe verte, tout comme ce que je vous mentionnais pour les cartes, il s'agit en fait des incertitudes des modèles. Donc en fait, c'est l'ensemble des valeurs qui ont été obtenues à partir des modèles. Si on regarde maintenant les valeurs justement de la température minimale pour les 3 mois d'hiver, donc décembre, janvier, février, on voit comme sur le graphique une augmentation de ces températures minimales, augmentation entre 4,3 degrés Celsius et 4,4 degrés Celsius selon les mois. Et pour le mois de janvier, par exemple, on passerait de moins 28,5 degrés Celsius en température minimale pour le mois de janvier en moyenne pour les années 1991-2020 à moins 24,2 degrés Celsius pour la moyenne des années 2041 à 2070.
Donc ce qu'on voit ici, c'est vraiment une hausse des températures hivernales et une hausse plus importante des températures extrêmes. Cette hausse de température, elle a évidemment plusieurs conséquences. La première, c'est au niveau du nombre de cycles de gel-dégel. Donc, un cycle de gel-dégel, c'est une journée où on a une température positive et une température négative dans la même journée. Donc, finalement, c'est vraiment une journée où on a une variation de la température autour de 0 degré. Quand on regarde le tableau juste ici, ce qu'on voit, c'est que pour l'année, on observe une certaine diminution de ces cycles de gel-dégel. Donc, on aurait finalement 10 journées de moins dans le futur. Alors que si on regarde maintenant en hiver, donc pour les mois de décembre, janvier, février, à ce moment-là, on aurait une augmentation de ces cycles de gel-dégel de finalement 5 jours. Donc, on passerait de 24 jours pour notre historique passé à 29 jours pour le futur. Puis ça s'explique parce que finalement, comme on l'a vu, les températures en automne et au printemps vont également augmenter et donc finalement, les cycles de gel-dégel vont se concentrer durant la période hivernale. Si on regarde maintenant au niveau des précipitations hivernales, toujours pour décembre, janvier, février, ici vous avez le graphique qui vous présente l'ensemble, le total des précipitations, c'est-à-dire à la fois celles sous forme de pluie, sous forme de neige. Puis ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a une augmentation des précipitations hivernales de 22 mm. Donc on passe de 261 mm pour les 30 dernières années en moyenne à 283 mm pour la période 2041-2070. Encore une fois, c'est pour la région de l'Estrie. C'est une moyenne pour la région de l'Estrie. Maintenant, on peut se poser la question, ces précipitations, comment est-ce qu'elles évoluent? Est-ce qu'elles vont rester sous forme de neige? Est-ce qu'elles vont devenir sous forme de pluie? C'est ce qu'on a essayé de illustrer dans ce tableau juste ici. Donc, vous avez finalement les précipitations des mois d'octobre à avril qui sont séparées en fonction du type de précipitation. Est-ce que c'est de la pluie? Est-ce que c'est de la neige? On a également ramené le ratio de pluie sur les précipitations totales, qui est en fait le pourcentage de précipitations qui tombent sous forme de pluie. Vous retrouvez toutes ces informations pour notre période historique et pour notre période future. Avant d'aller dans le détail, je voudrais attirer votre attention sur les totaux intermédiaires. Donc, si on regarde finalement le total des précipitations qui sont tombées sous forme de pluie pour les 30 dernières années en moyenne, on est à 351 mm, alors que pour notre horizon 2050, on serait à 434 mm tombés sous forme de pluie. Donc une nette augmentation, alors que si on regarde maintenant la neige, on passe de 265 mm de neige à 234 mm de neige. Donc finalement, notre ratio, il passe de un petit peu plus de la moitié des précipitations sous forme de pluie à presque les 2/3 des précipitations qui seront sous forme de pluie dans le futur. Si on regarde maintenant, par exemple, le mois de décembre, qui est un des mois les plus froids de l'année, ce qu'on voit, c'est que le ratio passe finalement de 36% de précipitations sous forme de pluie, donc un tiers des précipitations, à la moitié des précipitations qui seront sous forme de pluie. Donc on voit qu'on a vraiment une évolution du régime des précipitations, du type de précipitation qui va tomber durant les mois d'hiver. Évidemment, ça se retranscrit quand on regarde maintenant la période d'enneigement. Donc ici, vous avez deux cartes qui vous illustrent la période d'enneigement, qui est finalement la période où on a un minimum de 3 cm ou 1 pouce de neige au sol. Donc ce que vous voyez finalement, c'est que en moyenne, pour les 30 dernières années, dans la région de l'Estrie, on était à 138 jours de période d'enneigement, alors que dans le futur, on passe finalement à 91 jours, c'est-à-dire qu'on perd plus d'un mois et demi de période d'enneigement, donc de période avec de la neige au sol. Puis ce que vous voyez ici, c'est que le pas de temps est un petit peu différent, puis c'est normal, c'est simplement parce que les modèles pour estimer la neige sont des modèles avec un pas de temps un petit peu différent. Donc, de la même manière, on a regardé combien de temps est-ce que la neige allait tenir au sol, mais à quelle épaisseur est-ce qu'on va avoir de la neige dans le futur? C'est ce qui est représenté sur ces deux schémas juste ici. Puis, c'est en millimètres parce que finalement, on calcule vraiment la quantité
quantité d'eau qui est contenue dans la neige lorsqu'elle est à son épaisseur maximale. Donc c'est comme finalement on faisait fondre le banc de neige lorsqu'il est à son épaisseur maximale et ça nous permet d'avoir finalement la quantité d'eau qui est contenue dans le banc de neige et donc un millimètre finalement, quelque chose qu'on peut mesurer en millimètres d'eau. Mais on peut dire dans ce cas-ci que 1 millimètre exprimé ici correspond environ à 1 centimètre de neige, d'épaisseur de neige, en tenant compte que la neige, avant en fait que la neige mature, avant que la neige se tasse, se compacte. Donc finalement, si on regarde les valeurs maintenant pour l'Estrie, en moyenne, on avait une valeur historique de 146 millimètres de neige pour l'Estrie, donc il fait 146 cm de neige. Et pour notre période future, notre horizon 2050, on passerait à seulement 80 mm de neige. Donc on perdrait 66 mm ou centimètres de neige en Estrie. Puis on le voit vraiment sur la carte qu'il y a une grosse différence selon les régions en Estrie. Donc l'augmentation des températures et la diminution du couvert de neige a évidemment d'autres conséquences, notamment au niveau de l'endurcissement des plantes fourragères. C'est le dernier thème que j'aimerais qu'on aborde pour cette saison froide. Donc le processus d'endurcissement, c'est un processus durant lequel la plante va relocaliser ses réserves au niveau des racines, tout ça pour pouvoir passer l'hiver et résister au froid. Donc pour pouvoir s'endurcir correctement, la plante a besoin finalement d'un certain nombre de journées fraîches pour pouvoir faire ce processus. Puis ce qu'on voit ici, c'est que c'est ce qu'on calcule en fait ces journées fraîches, c'est ce qui est présenté ici, c'est les degrés froids. Et donc vous voyez ici que pour la région de l'Estrie, on a une légère mais très très faible diminution. On pourrait même dire que le potentiel d'endurcissement reste constant pour la région de l'Estrie. Vu qu'on passe de 80 degrés froid à 79 degrés froid. Mais si vous regardez l'incertitude, la variabilité, finalement, on est pas mal autour de 0. Donc finalement, ça veut dire que les plantes fourragères pourront continuer de s'endurcir comme actuellement dans le futur. Cependant, je voudrais attirer votre attention sur les observations en pointillé ici. On voit qu'il y a une énorme variabilité annuelle du potentiel d'endurcissement, avec des années où on a énormément une période très favorable à l'endurcissement et d'autres années où au contraire on a finalement moins de périodes d'endurcissement et donc un potentiel finalement beaucoup plus faible pour les plantes fourragères. Si on regarde maintenant la perte d'endurcissement, donc en fait, une fois que la plante s'est endurcie en automne, si durant l'hiver, il y a des températures chaudes, eh bien, ça peut réveiller la plante et donc finalement perdre son endurcissement. C'est ce qu'on mesure ici avec les degrés jour base 0. Donc, on mesure vraiment les journées chaudes durant l'hiver. Puis, ce que vous voyez, c'est que finalement, on aurait une légère augmentation de cette perte d'endurcissement pour la région de l'Estrie, vu qu'on passerait de 39 degrés jour à 42 degrés jour pour notre période, notre horizon 2050. Donc, finalement, c'est ça, une potentielle perte d'endurcissement certaines années pour les plantes fourragères qui resteront au champ durant l'hiver. Donc voilà, on vient de faire le tour de l'évolution du climat en saison froide en Estrie. Avant de passer à la saison de croissance, je vais vous faire juste un petit résumé de ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire finalement qu'on a vu qu'il y avait une augmentation des températures en hiver. Cette augmentation de température va avoir plusieurs conséquences, notamment une augmentation des précipitations sous forme de pluie en hiver, une diminution du couvert de neige à la fois en termes d'épaisseur mais également en termes de durée. Et enfin, une potentielle perte d'endurcissement certaines années pour les plantes fourragères. En plus de ça, on a vu qu'il y avait quand même une hausse assez importante des précipitations totales sur la période hivernale, qui seront finalement majoritairement, cette hausse sera majoritairement sous forme de pluie. Maintenant, je vous propose qu'on passe à la saison de croissance. Pour bien démarrer cette saison de croissance, il importe de savoir quand est-ce qu'elle commence. Donc, c'est ce que vous avez sous les yeux, la date du début de la saison de croissance pour les plantes fourragères. Donc, c'est vraiment le moment où on a 5 jours consécutifs avec une température moyenne supérieure à 5,5 degrés. Donc, vous voyez ici qu'on passerait finalement du 19 avril pour la moyenne des 30 dernières années au
10 avril pour notre horizon 2050. Donc finalement, le début de la saison de croissance serait devancé de 9 jours. De la même manière, si on regarde le dernier gel printanier à moins 2 degrés Celsius, on voit que finalement, on a aussi ce dernier gel sera devancé de 10 jours en moyenne pour l'Estrie, vu qu'on passe du 2 mai pour les 30 dernières années au 22 avril pour notre horizon 2050. Donc pour les plus attentifs d'entre vous, vous avez dû remarquer que finalement, notre début de saison de croissance est devancé un petit peu moins que la date du dernier gel. Donc ça, finalement, ce que ça veut dire, c'est que le dernier gel devrait être un petit peu moins tardif dans le futur. Donc en moyenne, mais évidemment, il y a toujours une variabilité naturelle qui va faire qu'il y a certaines années, on va quand même avoir des gels hâtifs, mais de manière générale, il devrait être un petit peu moins hâtif dans le futur. Puis si on regarde au niveau de l'automne, cette fois-ci, on voit le même constat. La date de fin de saison de croissance est décalée un petit peu moins que la date du premier gel automnal. Donc finalement, de la même manière, on va avoir en fait la saison de croissance, la saison sans gel qui va être augmentée un petit peu plus que la saison de croissance. Donc ça veut dire vraiment moins de gel tardif au printemps et moins de gel hâtif à l'automne. Donc simplement pour vous remettre la valeur de la durée de la saison de croissance, on le voit ici, ça augmente comme on en a discuté jusqu'à maintenant. On augmente finalement de 16 jours pour arriver à 226 jours pour la période 2041-2070. La question maintenant, c'est de savoir est-ce qu'on va pouvoir profiter de cet allongement de la saison de croissance. Puis, une des premières pistes de réponse, c'est au niveau des précipitations. On a regardé les précipitations pour savoir finalement est-ce qu'on va pouvoir rentrer dans les champs au printemps plus tôt pour pouvoir aller semer plus tôt. Donc là, vous avez ici les précipitations pour les mois de mars, avril, mai. Puis ce qu'on voit finalement, c'est une augmentation de ces précipitations de 26 mm. Mais si vous vous souvenez bien, dans le graphique des précipitations mensuelles que je vous ai présenté un petit peu plus tôt, on voyait que cette augmentation était assez uniforme entre les 3 mois. Donc, il devrait y avoir quand même la possibilité de rentrer dans les champs un petit peu plus tôt pour semer plus tôt et profiter de cet allongement de la saison de croissance. Mais encore une fois, il y a énormément de variabilité interannuelle quand on regarde les précipitations. Donc, il est quand même possible dans le futur qu'on ait des années très humides au printemps et qu'on ait aussi des années très sèches au printemps qui permettront vraiment d'aller profiter de ce début plus actif de la saison de croissance. Donc, en plus de l'allongement de la saison de croissance et de la hausse des températures, on a aussi une hausse au niveau des unités thermiques maïs qui sont représentées juste ici. Donc là, vous avez vraiment les unités thermiques maïs potentielles maximales qui sont représentées. Donc, comme si vous semiez du premier jour où c'est possible jusqu'au dernier jour où c'est possible. Donc, évidemment, en réalité, ce n'est pas exactement ces valeurs-là. Mais ce qu'on voit, c'est qu'on a une hausse de plus de 661 UTM dans le futur pour passer finalement de environ 2600 UTM pour la moyenne des 30 années, pour la moyenne de la région, à finalement 3200 UTM, plus de 3200 UTM pour notre horizon 2050. De la même manière, au niveau des degrés jours base 5, finalement, ce qu'on voit, c'est également une hausse des degrés jours pour passer finalement de 1781 degrés jours pour la moyenne des 30 dernières années en Estrie à 2250 degrés jours pour la moyenne de 2041 à 2070. Donc, il y a une hausse de plus de 469 degrés jours pour la région de l'Estrie. Cependant, ces hausses de température, évidemment, arrivent aussi avec certains inconvénients. C'est ce qu'on voit juste ici avec le nombre de jours avec une température maximale supérieure à 30 degrés. Donc, ce que vous voyez finalement, c'est que en moyenne, en Estrie, sur les 30 dernières années, on avait environ 4 jours avec une température supérieure à 30 degrés. Alors que si on regarde dans le futur, on passerait potentiellement à 17 jours avec une température supérieure à 30 degrés. Donc finalement, 13 jours de plus avec une température très chaude. Puis ça, c'est pour les températures de jour.
Mais si on regarde maintenant les températures de nuit, donc les températures de nuit supérieures à 20 degrés, on voit qu'elles aussi, elles vont augmenter assez substantiellement, vu qu'on va gagner finalement 7 jours avec des températures de nuit supérieures à 20 degrés, pour passer de 2 jours en moyenne sur les 30 dernières années à 9 jours pour le futur. Mais comme vous le voyez ici, évidemment, le 2 jours qu'on voit, c'est vraiment une moyenne. Alors que finalement, pour le futur, ce sera également une moyenne, donc il va encore y avoir des années avec beaucoup plus de périodes chaudes et des années avec beaucoup moins. Si on résume finalement ces deux indicateurs en un, on peut parler finalement des canicules sur la période annuelle. Puis une canicule, ça correspond finalement à une période d'au moins 3 jours consécutifs où on a une température maximale supérieure à 30 degrés. Donc là, on parle vraiment de période chaude finalement. Puis, ce que vous voyez finalement, c'est qu'en Estrie, en moyenne, on avait 0 période, mais quand on regarde juste ici, on voit que finalement, c'était vraiment plutôt une période toutes les 3 à 5 ans, alors que finalement, dans le futur, on passerait à 2 périodes en moyenne par année. Donc, on augmenterait substantiellement finalement le nombre de périodes chaudes, le nombre de vagues chaudes en Estrie. Donc, vous l'avez compris, au niveau des températures, on a vraiment une hausse des températures en été. Je l'ai remis ici. Donc, on a 2,3 degrés supplémentaires en été pour la moyenne de l'Estrie. Puis, si on regarde maintenant au niveau des précipitations, ce qu'on voit, c'est qu'on a quand même une relative stabilité des précipitations avec seulement un gain de 8 mm pour l'Estrie. Puis, si on va plus loin à l'automne, on voit qu'on a vraiment finalement une stabilité des précipitations sur toute cette période-là. Donc finalement, ce qu'on voit dans ce graphique, c'est qu'on a des besoins des plantes qui vont être augmentés avec les températures plus chaudes, mais malheureusement, il n'y aura pas plus de précipitations pour pouvoir combler ces besoins. Donc c'est ce qu'on voit ici avec le bilan hydrique mois par mois pour la région d'Estrie. Puis vous voyez en vert le bilan hydrique pour la période 1991-2020 et en orange la moyenne pour la période 2041-2070. Puis ce que vous voyez, c'est vraiment finalement que le déficit hydrique s'aggrave mois par mois dans le futur. Puis si on cumule le bilan hydrique mois par mois, on obtient la courbe juste ici. Donc finalement, on obtient un déficit hydrique final à la fin de l'été, au mois d'août, de 56 mm, qui sera finalement aggravé dans le futur à un déficit hydrique moyen de 94 mm pour la période 2041-2070. Et donc maintenant, en plus de ces bilans hydriques qui s'aggravent, de ces déficits hydriques qui s'aggravent, on voit qu'il y a aussi une intensification des périodes sans pluie, donc des périodes de sécheresse. Pour nous, une période de sécheresse, c'est une période où il y a moins de 3 mm de précipitations cumulées et on fait le décompte sur l'ensemble de la saison de croissance. Dans le tableau ici, vous allez retrouver le nombre de périodes de sécheresse de 5 jours et plus. Donc finalement, on voit qu'on a une augmentation du nombre de périodes, c'est-à-dire une augmentation de la fréquence des périodes de sécheresse dans le futur, mais on a également une augmentation de la durée de chacune de ces périodes de sécheresse. Enfin, pour finir la boucle, on arrive en automne au moment des récoltes et comme pour le printemps, on se pose la question, est-ce qu'on sera capable de profiter de cet allongement de la saison de croissance à l'automne également? Puis pour ça, on regarde un des facteurs qui est toujours les précipitations automnales, donc pour les mois de septembre, octobre et novembre, puisque vous voyez finalement, c'est qu'il n'y a pas d'augmentation pour les précipitations automnales, donc on a une certaine constance de ces précipitations, mais comme vous le voyez par contre, la variabilité annuelle est extrêmement grande d'une année sur l'autre. Donc, même si la tendance est à ce qu'il n'y ait pas plus de précipitations en automne et que donc on puisse profiter de récoltes plus tardives, eh bien, ce qu'on voit aussi, c'est que ça va énormément varier d'une année à l'autre.
Enfin, je terminerai un petit peu sur la saison de croissance en vous rappelant un petit peu les dates du premier gel automnal. Donc, en moyenne, dans les 30 dernières années, pour l'Estrie, on avait un premier gel qui était autour du 8 octobre, mais dans le futur, on voit que ce premier gel va être plus tardif vu qu'il va être repoussé au 19 octobre pour la région de l'Estrie. De la même manière, la fin de la saison de croissance pour les plantes fourragères va être également repoussée de 9 jours, donc on passe du 14 novembre au 23 novembre. Donc on voit encore une fois cet allongement de la saison de croissance. Donc, on arrive à la fin de cette présentation. Donc, tout d'abord, je veux vous remercier pour votre attention. Je voulais aussi vous faire un petit résumé de ce qu'on vient de voir pour la saison de croissance. Donc, vous l'avez compris, on a vraiment une augmentation des températures en Estrie. Donc, ce qui va permettre à la fois un allongement de la saison de croissance, plus d'UTM, plus de degrés jour, mais qui va aussi avoir un inconvénient car il va y avoir également plus de périodes chaudes, de vagues de chaleur, de canicules. Euh, en parallèle, on va aussi avoir finalement des précipitations, un régime de précipitations un petit peu modifié, avec pas plus de précipitations ni pour l'été ni pour l'automne, mais finalement des précipitations un petit peu plus sous forme d'orages localisés et donc finalement plus de périodes sèches et aussi un risque accru pour les plantes de stress hydrique, étant donné que les précipitations ne suffiront pas à combler finalement leurs besoins accrue à cause finalement des hausses des températures. Donc voilà pour cette présentation de l'évolution du climat en Estrie, pardon. J'espère que vous avez appris des choses et je vous souhaite une bonne journée.